Bonjour et bienvenue dans ce retour des retours sur la semaine de trading. Alors j'avais arrêté le format pour les raisons que j'avais évoquées ici, faute de temps, problème d'organisation, etc. Donc j'ai entre-temps bossé sur mon organisation et j'ai fait une grosse réorganisation et je me suis libéré de la bande passante. À la base c'était pas pour reprendre les retours sur la semaine. Et puis entre-temps, j'ai reçu beaucoup de messages qui en fait m'indiquaient que ça aidait beaucoup, pas mal de personnes. Et moi ça je le savais pas. Je pensais que c'était bof bof. Et finalement j'ai eu beaucoup de retours qui disaient voilà les débriefs comme ça, les débriefs dans de l'opérationnel et les calendriers éco de la semaine suivante, ça aidait pas mal de personnes. Donc je me suis dit bon quand même là on va retenter. On va plus que retenter, on va le relancer. Sauf que je vais pas me mettre dans le rouge volontairement, donc si des fois il n'y a pas grand-chose à dire ou quoi, je ferai juste du question-réponse et le calendrier éco. S'il y a vraiment des trucs très pertinents à montrer, ce qui est le cas là de ce qui s'est passé, surtout vendredi. Deuxième point, encore une fois, pour faire suite à de nombreuses sollicitations, et d'ailleurs je vous en remercie, on me demande est-ce que je fais des coachings. Quant à présent, la réponse est non. Je vais en revanche en proposer à partir de l'année prochaine, donc début 2024. Donc des one-one. Mais c'est pareil, mon temps est limité, je vais pas pouvoir en faire énormément. C'est pas mon fonds de commerce. Voilà. En revanche, ce que je voudrais proposer aussi, pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes, mais des gens qui sont bien évidemment motivés, c'est de proposer des masterminds. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe, le concept du mastermind. C'est en gros un rendez-vous. Il peut être hebdomadaire, il peut être tous les 15 jours. Euh, Ou là, en l'occurrence, dans le cadre du trading, ça permet de s'engager face à plusieurs personnes qui font partie d'un groupe et chacun expose ses problématiques. C'est le groupe qui aide à solutionner en fonction de l'expérience de chacun la problématique de celui qui intervient. Une fois que ça s'est fait, forcément on passe par tout le monde, moi compris. Et derrière, on met des actions en place. C'est-à-dire que chacun dit, voilà, moi pour le prochain rendez-vous, je vais mettre ça en place, ça en place, ça en place, et je vous tiens au courant des résultats. Et forcément, la semaine d'après, on débrief et on voit ce que ça donne. Et ces retours d'expérience, en fait, dans l'opérationnel, permettent de progresser très 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 rapidement. Donc les masterminds, c'est des concepts qui sont assez connus dans le milieu de l'entrepreneuriat, hein, des chefs d'entreprise qui ont des entreprises, disons, pas concurrentes, mais qui sont globalement dans le même secteur, se réunissent et puis échangent, et puis les problèmes des uns peuvent aider à solutionner les problèmes des autres. Ou alors éviter, par exemple, suite à un retour d'expérience, de faire la même boulette et de se retrouver dans la merde. Voilà. Et là aussi, c'est qu'on s'engage vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'autres personnes. Donc pour ceux qui sont spécialistes de, comme on dit, remettre au lendemain, la procrastination et autres, ça permet de rajouter un peu plus de rigueur et d'engagement. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me contacter. Vous pouvez m'écrire via le mail. Et moi, entre-temps, en fait, j'en ai du coup parlé à des gens dans mon entourage, disons, trading, et on a rempli un premier groupe. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de place. Donc je sais pas pour l'instant est-ce que il sera possible d'ouvrir un second groupe d'un point de vue temps, organisation, quoi. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça existe et c'est ce qui va être mis en place. Quelques questions-réponses. Comme ça, c'est beaucoup plus efficace que de répondre en commentaire, des commentaires que personne ne regarde, ou alors très peu de personnes. Autant que ça serve à plus de personnes. Donc j'avais en commentaire une question, ou en mail, je sais plus, en commentaire, je crois, qui disait qu'en gros, il fallait connaître la psychologie du gros, qu'il fallait connaître l'ennemi pour gagner une guerre. Mais là, ici, c'est pas que je suis pas d'accord, mais
Si on parle d'une guerre, est-ce qu'ici on est en mesure, avec notre pauvre lot à 20 dollars ou à 1 euro le point, est-ce qu'on peut faire la guerre à qui que ce soit? Je pense qu'on est en mesure de déclarer la guerre à personne. Lorsqu'on trade, on est juste un gros collabo. On est un poisson pilote. Vous savez, ces poissons qui sont sous les requins et qui en fait se contentent de quelques miettes suite à l'issue d'un repas du gros requin blanc. Voilà. Mais en fait, c'est ça le trading à petit niveau. Notre niveau, c'est d'aller ramasser les miettes. Donc en fait, on est en guerre contre personne. S'il y a une guerre, on est juste des gros collabos et on suit ce que fait le gros. On essaie de comprendre le sens dans lequel il part à tel moment donné, et puis on essaie de l'accompagner un tout petit peu. Voilà. Sinon, la guerre, en fait, je veux dire, on n'a pas les moyens de lancer une guerre contre ces gens-là. Et Monsieur Didier avait commenté dans la vidéo là qui parlait où je vous faisais un retour sur la formation, la seule et unique formation que j'avais fait, et, et où il disait que la psycho c'est très important, euh, mais que quand on débute ou qu'on commence, on ne le sait pas. Bah justement, c'est ça que je reproche à ces formations, c'est que les gars ils savent, voilà, c'est ça que je reproche. Bien sûr que c'est important, mais quand on débute, on ne le sait pas. C'est ça que je reproche à ces formateurs. Alors ouais, un commentaire qui m'avait fait bien saigner du nez, que du coup j'ai pas posté parce que je le trouvais hors sujet et pas opportun. Je voulais pas que ceux qui arriveraient au stade des commentaires puissent se faire des films, entrer dans une croyance à la con. Ça disait que sur l'une des stratégies que je proposais, mais du coup sur toutes les stratégies Renko, vu que c'est vraiment du scalping voire du micro scalping, que avec les spreads sur CFD ça passe pas. Mais en fait, à quel moment on parle ici sur cette chaîne de CFD? On n'a jamais parlé de CFD. Et du coup, pour rebondir là-dessus, si on prend CFD et propre firme, je pense que le trading est suffisamment difficile pour justement pour le coup rentrer en guerre contre votre courtier. Lorsque vous êtes sur CFD, vous luttez pas contre le marché, vous luttez oui quelque part contre le marché parce qu'il faut comprendre ce qui se passe sur le marché. Le courtier CFD reproduit ce qui se passe sur futur, mais le problème c'est que le courtier CFD, lui, il a ses propres règles. Donc sur les graphiques CFD, vous avez jamais les mêmes cotations que sur futur. Vous avez les spreads qui changent en fonction des heures, du jour, de la nuit. Voilà, la nuit, par exemple sur Nasdaq, sur certains courtiers CFD, on se retrouve avec je sais pas, j'ai déjà vu des trucs, des spreads de 6 ou 7. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi? Avant l'ouverture du marché, le spread il était de 2. Après, pendant le marché, il était de 1, etc. Et pour certaines annonces éco, sans prévenir, le spread pouvait passer. C'était quelquefois le spread en fonction des courtiers, et d'autres fois c'est le stop garanti. Le stop garanti, on pouvait plus le placer genre à 4 ou 5 points, mais c'était un stop garanti. Des fois, j'avais vu des trucs comme 300 points ou quoi. Donc, en fait, vous luttez, vous rajoutez un autre intervenant qui vous veut du bien. C'est là le truc. Si on parle aussi des propres firmes, dans ce cas présent, bah là c'est pareil. Vous rajoutez une strate de complication qui fait que ces gens-là, en fait, ils comptent sur le fait que vous allez payer des tests, des tests, des tests pour pouvoir trader quoi, en démo bien sûr. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur les propres firmes parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire, ne serait-ce que par rapport à, par exemple, la législation, donc en France, parce que la majorité de l'auditoire est en France quand même. Et ben sachez que c'est pas si simple que ça, quoi. C'est pas si simple que ça quand on commence à faire des factures de prestations de services pour trader en démo, au niveau des URSSAF, au niveau des impôts, tout ça, qu'est-ce que ça donne vraiment? Moi, j'avais envoyé un message
aux URSSAF et en fait, ils savaient pas dire. Ils savaient pas dire parce que il n'y avait pas de recul. C'est-à-dire, ils n'avaient pas un échantillon suffisamment important pour avoir rencontré des difficultés, donc ils savaient pas me répondre. Bon voilà. Mais après, j'en suis resté là. C'était purement pour euh, pour mon information et pour pouvoir en parler. Mais j'en ai pas su plus. Donc oui, si certaines stratégies futures ne passent pas, parce que là où moi je vais chercher un TP, par exemple, je sais pas, de 3 points, admettons, donc une brique ou deux, bah oui, s'il y a un spread qui correspond à deux briques, déjà, bah oui, ça passe pas. Mais donc, faut juste réfléchir à un moment donné et peut-être changer le réglage, ou peut-être pas trader sur CLD, j'en sais rien moi. Donc là aussi une question par rapport à la taille des bougies. Donc j'en déduis que c'était dans une vidéo qui parlait de Renko. Donc on va plutôt parler d'une taille de brique. Donc déjà dans un premier temps, pour éviter les galères, il faut avoir la même phraseologie. C'est comme si on était dans un cockpit, pilote-copilote, et qu'il y en a un qui dit on va utiliser une approche ILS, et l'autre il sait pas ce que c'est, ou dit ah ILS c'est quoi déjà, machin, voilà, ça peut pas marcher. Donc lorsqu'on parle de taille de brique, c'est le nombre de points qui constitue la taille de la brique. Moi, j'utilise des briques sur le Nasdaq de 2,5 points et sur le Dow Jones de 5 points parce que c'est ce qui me correspond par rapport au mouvement du prix, par rapport aux stratégies et par rapport aussi au money management parce que tout ça c'est lié. Forcément, une taille de brique de 50 points, bah, ça va pas avoir le même impact si on est sur le mini Dow Jones à 5 dollars le point que à 5 points. Ça, voilà, ça va de soi. Et lorsqu'on parle de taille de bougie, bah là du coup, oui, on va plutôt parler en unité de temps, donc en UT, ou même en tick. Voilà. Sinon aussi, la personne disait que 5 points, que Renko 5 points, c'était super rapide. Ben c'est super rapide, c'est super rapide. Vous changez le réglage et vous passez en brique de 20 points ou 50 points. Et après, vous faites aussi vos réglages. Ouais, un autre truc où j'ai saigné du nez aussi, c'est que j'ai fait le malheur de un jour j'avais un peu de temps là et je suis allé voir un truc, tu sais, j'ai fait une vidéo sur le price action et à un moment j'ai eu un doute, je me suis dit mais est-ce que t'as à côté de la plaque ou quoi et je me suis dit je vais quand même vérifier ce que moi j'avais tourné, ce que j'avais dit, j'avais pas fait de la merde. Bon finalement c'était bon mais vous savez comment c'est. Après on est dans YouTube, il y a d'autres vidéos, vous cliquez, voilà. Et je suis tombé sur un gars qui disait que beaucoup de formateurs de trading utilisent l'excuse de la psychologie pour valider le fait que leurs stratégies sont pourries et que les gens perdent. Voilà. Euh, bon, du coup, j'ai regardé quelques minutes de ce qu'il disait et il disait aussi que il y a pas que pour un trading rentable, il n'y a pas d'histoire de statistiques, de probabilités, etc. Qu'il faut faire du trading quantitatif et que c'est ce que font les gros fonds de pension, etc. Mais lorsqu'on regarde un peu la définition de ce type de trading, ça repose sur des stats et des probabilités. Donc là, j'avais pas compris. Enfin bref, heureusement que le sopalin près d'un ordinateur sert à autre chose que ce que vous ne pensez. Donc tout ça pour dire, pour revenir à l'histoire de la psycho, moi je veux bien ce truc-là, mais si vous voulez valider la théorie suivante, est-ce que vous avez un problème de psycho ou pas? Eh ben, vous regardez vos résultats en démo. Si vous faites que du vert en démo, c'est que votre stratégie elle fonctionne. Ok, vous l'avez calé, vous faites vos petits réglages, tout est ok. Par contre, une fois que vous passez en réel, si ça fait ça, c'est quoi qui merde? Vous voyez? C'est quoi qui merde là? Je pense que c'est la psycho. Il y a un petit problème de mise en œuvre. Voilà. Et une dernière question qui était en commentaire, c'est quel est le réglage de taille de brique pour le SP500? Bah moi j'en sais rien. Euh, je traite pas le SP500. Je connais pas le money management du gars. Je sais pas quel est son style de trading. Donc si c'est le scalping, etc. Enfin bref, j'en sais rien. Et je peux pas passer plusieurs heures vous voyez, pour 0 € à proposer une stratégie à la carte, etc. Dans ces cas-là, oui, c'est tout à fait possible, mais ça se monétise, hein, c'est normal. Hein. Voilà. Donc, moi, ce que je vous invite à faire dans ces cas-là, c'est vous prenez le graphique et vous regardez, vous faites plusieurs réglages, enfin, du travail de base très très classique. Quoi. Et j'ai oublié une dernière question où on demande comment on fait le remplissage
ou les remplissages en règle générale, entre les moyennes mobiles et quelque chose ou quoi. Et ben, c'est très simple, on va donc sur ProRealTime, hein, bien sûr, j'utilise pas d'autres plateformes, on va dans les propriétés, zone de couleur, et puis à partir de là, vous voyez, on peut ajouter différents types de remplissage, voilà. Donc bon, ça normalement on peut trouver tout seul en fouillant un petit peu, et voilà, rien de bien compliqué, mais en tout cas sur PRT, c'est ici que ça se passe. Sur les autres plateformes, bah j'en sais rien. Cette semaine, j'ai essentiellement bossé sur le jeu vendredi. Mais tout d'abord, le jeudi, on a c'était à 18h, on avait un discours de Powell, donc de la Fed. Et à un moment donné, au début du discours, on a commencé à avoir des gros mouvements, etc. Tout ça pour dire, lorsque dans le calendrier éco, vous voyez des discours de certaines personnes qui régulièrement font bouger le prix, intégrer cette annonce éco, entre guillemets, comme un time sur votre graphique qui peut, à un moment donné, provoquer de la volatilité. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Généralement, c'est Powell qui fait bouger le prix. Alors ce jour-là, pourquoi il l'a fait bouger, je sais pas. Je me suis pas du tout intéressé au sujet, mais ça a fait le job. Et donc j'étais bien content de pas trader à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai pas du tout tradé ce jour-là. Par contre, vendredi, c'est une autre histoire. Et vendredi, j'ai fait du Nasdaq et du Dow Jones. Et il y a eu beaucoup de choses. Donc c'est ça qu'on va voir. Pour la journée de vendredi, d'un point de vue scalping pur, ça débute comme d'habitude, hein, un peu avant 15h30, toute la checklist et le réglage de la station est faite. Et après, je débute vraiment ici, donc à quasiment 16h. Les seules choses que j'ai fait pour encore optimiser le trading, c'est de rentrer uniquement sur des retracements. Donc, il y a une vidéo qui va bientôt sortir, justement sur le price action, les retracements, etc. Ça améliore énormément le trading, en tout cas pour moi. Moi, je vous incite pas à le faire, mais essayez, regardez, si vous comprenez que ça vous plaît, bah vous faites ou pas, peu importe. Mais en tout cas, sachez que ça peut être très pertinent. Le premier trade ici, donc, est vert, mais je le sors très rapidement parce que ça hésite beaucoup et ça hésite. On est sur les 14 850 et je prends pas grand chose, mais c'est un trade voilà, qui est pertinent. Le retracement, il se fait en rebond de la zone précédente. Vous voyez, ça fait ça, hop, et ici, boum, on vient en contact. Dans le même moment, on a une brique rouge et l'indicateur nous confirme ou nous confirme le pattern ancestral de rentrer en position. Moi, c'est juste que je coupe parce que je le sens pas. Je me dis, tiens, ça, en fait, ça a duré longtemps. Donc, voilà, j'ai encaissé et c'est très bien. Sur le deuxième, j'ai fait de la merde. De la merde parce que je rentre short tardivement. Il y a un slippage et je me rends compte qu'en fait, je suis sur une oblique. Donc on voit que là, hein, on vient retracer cette zone-là, hein, donc ça fait boum et on retrace. Et en plus, donc déjà très mauvaise entrée parce que si j'étais rentré comme il faut, ça pouvait le faire en retracement ici du bas de cette zone-là. C'était bien, ça allait. Mais le problème, c'est ça, c'est que en étant slippé, en rentrant très tardivement, ici il y avait le point pivot 4 heures. Donc voilà, pas terrible. Le troisième trade, donc celui-là, ouais, je mange un stop standard, un stop classique, voilà. Celui-ci, il est pris en retracement, mais sur 100 ticks. Donc je vais sortir le graphique 100 ticks pour vous montrer. Donc nous voici ici en tick. Donc c'est exactement la même chose. L'oblique, vous voyez, ici il y avait le point pivot 4 heures. Après, l'oblique est pété. Donc pourquoi je rentre sur ce trade-là? Pour deux raisons. L'oblique est pété. Dans un premier temps, il y a un retour sur l'oblique,
Mais hormis ça, il y a cette petite zone-là, on voit ici la bougie là, vous voyez, elle est venue rentrer en contact avec quelque chose. Donc là, c'est pas visible sur Renko, mais vu que sur l'autre écran, j'ai un petit encart parmi tant d'autres où j'ai un graphique antique, ça me permet de voir à un moment donné des choses qu'on peut peut-être pas voir sur Renko. C'est rare que je m'en serve, mais quand je vois quelque chose qui est très évident, je rentre. Donc on voit que on est revenu retracer sur celui-là, et boum, ici, bon, je rentre. Donc moi, je suis très content de cette entrée. Quasiment même pas à la fin de la clôture de celle-là, je rentre short et puis le TP est fait. Donc voilà, sur ce trade-là, c'est cette petite particularité. Le quatrième de la session, bah, même principe, hein, vous voyez, retracement à partir d'ici. Donc là, je pouvais rentrer sur ce trade-là parce que là, j'avais un retracement. Et ici, j'avais aussi un indicateur qui disait que c'était go, mais j'étais en parallèle en train de prendre un autre short sur le Dow Jones. Donc, bon, voilà. J'évite d'être en même temps sur deux trucs en position, ça fait un peu too much. Puis c'est pas bien nécessaire vu le nombre d'entrées qu'on a quand même très régulièrement. Donc je rentre sur celui-ci et c'est pareil, je le garde pas assez longtemps, ça hésite beaucoup. Et vu qu'on est un peu dans cette config, on a un mini triangle qui est en train de se former. J'avais peur de me faire sortir bêtement, mais bon, au final, on avait largement les trois briques. En plus, j'étais rentré un petit peu tôt, donc ça pouvait être un trade OTP de trois briques très pertinent, quoi. Ici, pareil, celui-là conforme, le TP est fait, retracement sur le petit haut précédent, boum, l'indicateur est là. Et encore une fois, bah voilà, le job est fait. Celui-ci pertinent aussi. Hein, donc j'ai mis hésitant et coupé. Ouais, parce que quand ça hésite trop, ben je coupe. Donc j'essaie de sortir un ou deux ticks et c'est largement suffisant. Ici on voit en fait que la mèche est venue chercher hein, la zone précédente. Ici on est vraiment au pixel près, on vient toucher. Et après, ben, on a un setup qui est conforme, donc bon, pas d'hésitation à rentrer. Après, pour ce qui est de quand et comment sortir, c'est une autre histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Après, c'est le dernier trade on va dire en vrai scalping comme je le fais d'habitude. C'est là, pareil. Hein, là ici, là, ça commençait à bouger un peu plus et limite, j'aurais pas dû le prendre. Retracement à partir de là, on voit rebond, boum, l'indicateur. Et là, je rentre super tard. À ce moment-là, il y a une accélération. Et finalement, ben, c'est pas un super, c'est pas un super trade, quoi. Voilà, j'aurais dû sortir même en perte. Ça aurait été beaucoup plus prudent. Donc là, à partir de cette droite-là, j'ai arrêté ce qui était setup classique et parce que j'avais vu sur les plus grosses unités de temps qu'on pouvait aller chercher un niveau très pertinent et qui a vraiment fait le job. Donc Dow Jones, toujours dans cette même portion de temps que sur le Nasdaq. Une entrée ici sur retracement. Donc rentrer un petit peu, donc là je monte hein, le retracement à partir de là, voilà, boum, on vient toucher. Et là je rentre sur la deuxième brique, donc ça bougeait un peu plus, et on voit que voilà, le TP est pris, c'est un trade sympa, propre, pas de soucis. Très rapidement après, je tombe sur quoi? Je tombe sur ouais, un qui est pas terrible. Pas terrible parce qu'en fait, ça retrace sur cette zone-là. Donc je rentre short sur cette bougie, donc rentrée tardive. Il y avait du mouvement et on retrace à partir de là, donc contact, boum. Et
j'aurais peut-être pu avoir mon TP si j'étais rentré correctement, mais là, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai sécurisé à un moment donné, j'ai abaissé le stop profit et on est quand même resté vert sur ce trade-là, mais c'était pas il était risqué quoi. Et ensuite dans la foulée, un achat qui lui par contre a fait très largement le job. J'étais serein sur celui-ci, donc j'ai rajouté oblique du haut cassé. En effet, on voit que là, par exemple, on voit que lorsqu'on vient, donc là on a une loi de dos qui commence à se mettre en place, du moins un début peut-être de loi de dos. À partir d'ici, là on voit que ce plus bas est plus haut que le précédent. Et là en fait on vient taquiner cette oblique. Et là, boum, un gros rejet sur cette zone-là. Et là ça casse. Et en fait vu que c'était énergique, à la cassure, je rentre sans trop d'hésitation, parce que là en fait j'ai beaucoup de critères qui se présentent. Et d'un point de vue perte, je suis serein parce que on avait déjà commencé à bosser en parallèle sur le Nasdaq, donc prendre une perte ne pose aucun problème. Voilà. Et puis sur le dos, c'était tout. Alors c'est à partir de là où je suis un peu parti dans tous les sens. J'ai laissé tomber les Renko. Euh, Juste pour revenir sur le contexte du jour de vendredi. Donc le jeudi, il y a une grande oblique baissière qui a été pétée, elle est travaillée une fois, deux fois, et très très fortement enfoncée. Cette zone que j'avais tracé une zone ici au préalable, je m'attendais qu'il y ait peut-être une réaction dessus, en plus les 14 900, mais ça l'a pas fait. C'est pas grave. Mais pour le coup, le lendemain, lorsque je découvre les graphiques, et là c'est du M15, lorsque je découvre les graphiques pour préparer la session, je vois quoi? Je vois que, en fait, on est vraiment baissier, quoi. Enfin baissier dans le sens où il y a pas l'air d'avoir d'énergie haussière. On est sous le support 1 hebdo, donc le point pivot sous les 14 900, et on dirait que ça manque de gouache pour y retourner. Et lorsque l'open se produit, on part vraiment, vraiment bas. On part, ça dévisse tout le long on va dire, de la première heure. Et à un moment donné, j'avais cette zone-là. Donc là, j'ai pas touché ce que j'ai tracé. Je l'ai laissé tel quel, justement, en prévision de ce retour de la semaine. Et moi, ce que je cherchais, c'est en fait cette zone-là. Cette zone-là, elle correspond à une zone tracée en 1 heure, en H1. Et moi, ce qui m'intéressait en plus de ça, c'est qu'on avait plusieurs niveaux de protection. On avait le support de journalier ici, on avait le support de hebdomadaire qui n'a pas du tout été tapé, donc c'était le premier passage en fin de semaine en plus, et on avait aussi les 14 650. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, là, il y a quand même pas mal de chances pour qu'il y ait une réaction. Alors la réaction a été, on va dire, au-delà de mes espérances, mais je me disais, si jamais la réaction ne se passe pas bien sur la zone, j'ai quand même trois niveaux de défense qui peuvent quand même me renvoyer au nord et éventuellement couper. Donc je vais rester en perte, hein, voilà, et je vais pouvoir éventuellement sortir flat si je le sens pas, si ça tourne mal. Bon, là, ça s'est bien passé, mais c'est juste pour vous montrer le raisonnement du départ. On est sur le M1, donc UT 1 minute Nasdaq, et le premier short, je le prends sur le 200 tick, mais à partir du 1 minute, des zones formées sur le 1 minute. Donc l'entrée se fait ici, mais je me plante et parce qu'il y a une réaction, on voit qu'il y a une mèche, et moi je comptais sur cette zone-là ici. Voilà, j'étais vraiment là-dessus. Je pensais que ça allait renvoyer au sud, donc je suis rentré là. Et encore une fois, j'avais vraiment dans l'optique d'arriver tout en bas.
pour encaisser et prendre un retour si j'avais un rebond sur le niveau en H1, formation d'une loi de dos, etc., etc. Mais donc ça s'est pas produit sur la zone que je pensais. Volontairement, j'ai pas coupé, j'ai laissé. Donc là, j'ai quitté les monnaies de management classiques utilisées et la réaction s'est faite par contre parfaitement. Donc là, je vais l'enlever pour bien montrer sur cette zone-là. Donc vous voyez, on a un retracement. Ici, on a cette zone, hein, la bougie M1, et là, on vient taper aux petits oignons, pile poil, sur la zone. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est bon, laisse tout, laisse faire, laisse baisser, et derrière. Donc très sympa celui-là, vraiment très sympa, même si au début il partait pas très bien. Donc ça, c'était le premier short. Ensuite, il y a un deuxième short qui est pris, qui est pris sur du Santic. Donc sur du Santic, c'est sur cette bougie-là. Et là, on voit pareil, hein, on est limite. À partir de cette bougie-là, je vais ressortir le graphique en Santic. Voilà, donc 17h12, le deuxième short, c'était sur le 2 Santic, qui intervient ici. Donc le raisonnement, c'est cette zone en rouge, hein, la précédente, et correspondait à cette bougie-là, qui elle-même correspondait au bas de la zone de la bougie M1. Ouais, je sais, c'est peut-être pas clair. Mais en tout cas, ici, on voit, il y a une touchette, à peine une touchette, peut-être qu'il y a un tic de décalage, et boum, ça part. Donc là, je suis pas rentré comme un porc de suite, mais j'ai vraiment attendu qu'on ait une bougie cupla pour faire le job. Dès que ça commençait à trop hésiter, je l'ai évacué, je l'ai sorti. Ensuite, plus loin, on a un autre short, short de 17h15. Donc voilà, c'est celui-là. Et lui, par contre, je suis rentré beaucoup plus fort. Et après, je suis resté dans la position même lorsqu'on a eu un reflux ici. Vous voyez, sur cette bougie-là, on voit bien, on vient faire la touchette. Directement, il y a un reflux. Ça réessaye de repartir, mais voilà, on voit qu'il y a une loi de dos loi de dos baissière qui commence à se mettre en place. Donc le plus haut ici est plus haut que le plus haut suivant, loi de dos, boum, et puis on est parti. Et là, plusieurs lots, hein, vous voyez, des sorties en 2 fois ou en 3 fois, je me souviens plus, mais au moins en 2 fois. Voilà, donc ça c'était pour ce short. Voilà, et pour finir, 2 derniers trades pris plutôt en mode plusieurs lots, et je libère des lots au fur et à mesure sur la fameuse zone en H1. Donc vous voyez, dès qu'on est venu toucher la zone et qu'il y a eu une réaction virulente au 2 centiques, ça aurait pu être au centik, hein, c'est pas le problème. Boum, je suis rentré. Donc là, c'est pas le trade le plus performant, mais vous voyez, on voit bien que la zone, elle avait envie de donner. Derrière, on vient enfoncer, et au point près, on vient toucher le point pivot du support 2 hebdo. Et là, c'est au point près, et après, ça part. Et à partir de là, vous voyez, j'étais rentré même un peu tard, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une loi de dos qui se mettait un peu en place, et il y avait un peu de FOMO là. C'est-à-dire, je voulais pas louper ce truc-là. Hein. Comme d'hab, je cherche toujours à faire l'entrée parfaite, mais je suis pas parfait. Voilà. Et on voit, après ça part, hein, vous voyez. Donc si on fait ça, on voit bien qu'on a ces marches en escalier. Les plus bas sont de plus en plus bas, et à partir d'ici, ça s'inverse. Les plus bas sont de plus en plus hauts, etc., etc., etc. Et on repart. Et donc ensuite, à partir de là, ici, j'ai libéré en plusieurs fois. Bon, vous voyez, hein, il y avait moyen de tenir ce trade, mais d'un point de vue... ah oui, là aussi, j'ai fait un short aussi, loi de dos baissière, beau. Mais c'est la psycho, c'est-à-dire que si ça vous correspond pas, si c'est pas, si vous n'avez pas cette capacité de tenir un trade, ben c'est comme ça quoi. Je suis pas des traders,
Techniquement, ça me plaît, mais dans l'opérationnel, c'est pas mon délire. Donc forcément, ben, ça s'en ressent sur les sorties. Donc vous voyez, sur du 1 minute, ça reste également très pertinent. Ces histoires de zones, on voit que là, elles sont bien respectées, donc ça se passe pas toujours comme ça, mais ça arrive très très souvent. Ça peut être une manière de trader, donc simplement avec du price action, sans aucun problème, hein. On voit là cette zone ici. Bah, vous voyez, une touchette, boum, on part au sud. Une fois qu'on est parti au sud, à partir de cette zone-là, le prix part, ça revient, boum, une touchette, on repart au sud. Vous voyez, il y a pas besoin d'indicateur. Vous pouvez mettre une moyenne mobile pour vous rassurer, mais dans l'absolu, c'est pas du tout nécessaire et ça marche également dans n'importe quelle unité de temps. Voilà. Et vous voyez, même sur Renko, on retrouve ce même schéma. Donc on peut tout aussi facilement, peut-être même beaucoup plus facilement, voir cette loi de dos se mettre en place et le moment où il y a le retournement de tendance dans l'unité de temps. Et on voit qu'on retrouve bien ce plus bas ici et à partir de là, on a cette loi de dos qui fait que ça monte de plus en plus. Ensuite, il reste juste à trouver les meilleurs endroits pour faire l'entrée. Par exemple, bah, ici, vous voyez, loi de dos, hein, confirmé, l'oblique est cassé. Là, par rapport à cette zone-là, on a hop, le retracement qui va bien, boum, première brique verte, indicateur vert, ça confirme, ça rassure. On est parti, on a le TP, etc., etc., etc. Voilà, voilà. Et donc pour le calendrier éco de la semaine prochaine, donc on commence, je vérifie les dates, ok, on commence le mardi 24. Donc pour le matin, si je devais trader sur le DAX, eh ben je ferais gaffe à 9h30 sur le PMI manufacturier. Voilà. Ensuite l'après-midi, qu'est-ce que je fais? 15h45, ouais, je ferais gaffe à celui-ci aussi, le PMI service, je crois que j'ai déjà vu du mouvement sur les US sur le PMI service. Après, rien de particulier, moi, sur mon créneau horaire. Mercredi 25, climat des affaires. Ouais, il faut climat des affaires. 10h, ça fait du mouvement. 14h aux USA, permis de construire aussi. Ça bouge régulièrement, comme les logements neufs. Donc 16h. Donc là, warning. Pétrole, 16h30, c'est pas trop, c'est pas trop mouvementé généralement, sauf peut-être sur le pétrole que je ne suis pas, que je ne traite pas. 22h35, discours de Powell, hein, voilà, bon, 22h35, on s'en fout un peu, mais ouais, en fonction de ce qu'il dit, en fonction de la thématique, ben ça peut bouger. Sur l'Europe, 14h15, taux de facilité des dépôts, ouais, il peut y avoir du mouvement, parce que là, ça va parler de taux. Ensuite, ouais, décision de la BCE sur les taux, 14h15. Ils ont l'air de vouloir rester à 4,5. Donc, bon, de toute façon, je pense que ça a été pricé. Mais malgré tout, il y a toujours cette volatilité qui fait que ce serait con de se faire sortir bêtement. Sur les US, ensuite, ouais, PIB trimestriel, je ferai gaffe, 14h30, donc le pré-market. Inscription au chômage, là, ça bouge, hein, ça bouge très 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 souvent, 14h30, toujours pré-market. Donc c'est de toute façon le pré-market et l'open. Je laisse toujours passer quelques minutes pour voir ce qui se passe, voir s'il y a de la volatilité, s'il n'y en a pas, mais je ne prends jamais le risque d'être en position au pré-market ou à l'open. Conférence de presse BCE, voilà, c'est pareil, tout dépend de ce qui est dit sur l'Europe, mais ouais, j'éviterai d'être en position. Et ensuite, promesse de vente logement neuf, ça je sais pas trop si ça bouge, mais par principe, logement, truc US, il y a des petits risques de mouvement, donc à 16h, je me positionnerai pas. Vendredi, PIB et IPC France, ben ouais,
ça peut bouger, mais en même temps, bon, c'est un peu avant l'open, mais voilà, si vous faites du CAC 40, hein, soyez prudent. Après, sur les US, je vois rien de particulier pour moi. Indice Michigan, ça bouge plus. Ça bougeait il y a longtemps, hein. Il y a longtemps, c'est Benoît Rousseau qui expliquait ça, que avant c'était l'indice, si je me trompe pas, hein, mais vous me dites, hein, si je me plante, mais c'était l'indice, l'un des gros indices. Et là maintenant, c'est plus trop d'actualité. En tout cas, moi j'ai jamais trop vu de mouvement, hein. Et derrière, bah, plus rien de spécial. Mais vendredi, ça reste vendredi, donc vendredi, soyez prudents. Si les gros se mettent à liquider des positions, il se peut qu'il y ait, à certains moments, surtout en fin de session, des gros mouvements. Et ben voilà, bah écoutez, vous savez quoi, je vous dis à très bientôt, et j'espère que ça peut vous permettre de progresser, de lever des doutes, de lever des freins, que ça vous sert tout court. Voilà, à bientôt.